Aujourd'hui, nous parlons de Monsieur Jacques Ada, enseignant, économiste et chercheur en sciences sociales, enseignant d'économie politique internationale à l'université de Bar-Ilan en Israël. Il a émis en fait une trilogie. Welcome, dear readers. Je suis Marilyn. Welcome, dear readers, in this new episode of Books and Life. Bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue à ce programme Books and Life. Si vous êtes face à nous ce soir ou ce matin ou que vous soyez dans le monde, cela veut tout simplement dire que vous êtes de ceux qui, dans le secret de leur cœur, ont toujours désiré débuter une culture de lecture et qui peut-être n'ont jamais su par où commencer, par quoi commencer. Ou encore, vous êtes de ceux qui sont des lecteurs aguerris et qui recherchent une plateforme où vous pouvez tout simplement partager avec des gens qui ont la même passion que vous. Et sur Books and Life, nous sommes absolument persuadés qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apprendre par la douleur ou par la souffrance, mais que en entrant en contact avec les bonnes personnes, vous pouvez, au travers des bons ouvrages, apprendre des expériences de cette personne, tirer les leçons de leurs expériences, de leurs récits et arriver à vous épargner des souffrances non nécessaires. Donc si vous êtes reconnu dans l'une des descriptions faites juste à l'instant, vous êtes sur le programme qu'il faut. Je suis votre présentatrice pour ce jour, Marilyn, Books and Life. Nous parlons la mondialisation de l'économie avec Monsieur Jacques Ada. Vous avez des difficultés pour comprendre un document en français ou en anglais? Pas de panique. Nous, Team Tarjama, sommes là pour vous. Pour toutes vos traductions en langue française et anglaise, faites-nous confiance. Contactez-nous par l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran, teamtarjama@gmail.com. Chez Team Tarjama, la traduction, c'est notre affaire. Qui est la mondialisation de l'économie, la mondialisation de l'économie, et ceci est le premier tome, paru en 2012, ça va faire maintenant 20 ans, vous imaginez, 20 ans, waouh. Si aujourd'hui ça peut paraître un sujet qui est devenu beaucoup plus trivial et beaucoup plus répandu dans la population de masse, il y a 20 ans ce n'était pas forcément le cas, les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'on entendait par mondialisation, globalisation, et encore que même aujourd'hui, je pense que ce sont des termes que beaucoup présument qu'ils les comprennent, mais qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc dans cet ouvrage, La mondialisation de l'économie par Monsieur Jacques Ada, il nous présente quelles sont les racines en fait historiques du phénomène de mondialisation. Et je pense que c'est très important d'avoir cet aspect des choses face à la crise financière qui s'annonce et beaucoup d'organismes nationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux qui parlent du Global Reset, la grande réinitialisation qui, selon eux, devrait se produire dans différents secteurs et qui va affecter l'humanité pour toujours, notamment dans l'économie, entre autres. Donc, dans cet ouvrage, Monsieur Jacques Ada nous pose des questions par rapport aux racines historiques de la mondialisation, mais aussi comment l'économie monde européenne est-elle devenue mondiale? Comment ont-ils réussi à faire acheter ce package au monde entier? Quel est le rapport entre la mondialisation et la crise? Que peuvent faire les États face à la toute-puissance des marchés? Alors, le livre a été commis en 2012. Ça veut dire que nous sortons de la crise de 2008 qui a commencé par la crise des subprimes et puis qui s'est développée un peu plus dans certains coins du monde, peut-être dans les pays dits du tiers-monde. On n'a peut-être pas senti ça autant que dans le monde dit occidental. Mais juste pour comprendre que quand il parle de la mondialisation et la crise, c'est à cette crise-là, les conséquences de cette crise qui en 2012 sont encore très fortes à laquelle il se référait. Que peuvent faire les États face à la toute-puissance des marchés? Déjà en 2012, M. Jacques Ada demandait est-ce que les États peuvent faire quelque chose alors qu'il semblerait que les marchés deviennent de plus en plus forts et comme si c'est maintenant au marché de déterminer la vie et les décisions importantes des nations. Et parler de mondialisation, pour lui, c'est parler du capitalisme, voire de l'emprise sur l'espace économique mondial. Pour lui, cette emprise ne se résume pas simplement au triomphe d'un bloc d'un État sur un autre. Nous en avons entendu parler avec le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est étant représenté par l'ex-L'Union RSS et le bloc de l'Ouest étant représenté par les États-Unis d'Amérique. Mais là, c'est un cours d'histoire, ça demandera lieu à un autre livre. Welcome, dear. Je suis Marilyn. Welcome. Cette emprise ne se résume pas donc au triomphe d'un bloc d'État sur un autre. Pour lui, la mondialisation tend à transcender la logique d'un système interétatique qui va se retrouver remplacé par la logique de réseaux transnationaux. Pour lui, la mondialisation est avant tout un processus de contournement
un processus de délitement, un processus de démantèlement et un processus où les frontières physiques et réglementaires font obstacle à l'accumulation du capital à l'échelle mondiale. Et ça, c'est le point de vue des mondialistes. Pour eux, toute forme de frontière, qu'elle soit physique, réglementaire, sont obstacles à l'accumulation du capital selon eux. La mondialisation, pour lui, consacre le retour en force d'une régulation marchande qui tend à se diffuser à l'ensemble de l'économie. Donc, comme l'indique le titre, la genèse de la mondialisation, donc on va vraiment dans les sources historiques, les sources politiques, les sources géopolitiques, les sources socio-culturelles qui amènent la mondialisation à devenir, comme on l'entendait souvent à un certain moment, le village planétaire. Nous sommes un village planétaire, la mondialisation. Et donc, on nous expliquait que la mondialisation n'avait que des avantages parce qu'en un clic, celui qui est à Tombouctou et celui qui était à New York pouvaient être en contact. Et donc, il n'y avait que des avantages à ce que le monde, si large soit-il, soit réduit à un seul point. Mais encore, M. Jacques Adam nous amène à nous poser des questions que c'est bien vrai qu'il y a des avantages non négligeables. Jusqu'à présent, vous et moi, nous en jouissons quand il vient la mondialisation. Mais est-ce que à long terme, ça ne remettra pas en question la souveraineté nationale des États-nations? C'est l'une des questions qu'il pose, à vous comme à moi. Est-ce que à long terme, cette mondialisation ne reviendra pas à déstabiliser ou peut-être, pour mieux le dire, à amoindrir les pouvoirs des États-nations sur leur liberté de fonctionnement, leur liberté de choisir leur politique économique, leur politique nationale d'éducation, leur politique de santé, etc. Voilà autant de questions que cet ouvrage nous amène à voir. Et quand nous considérons qu'il a été écrit en 2012 et que déjà à ce moment, M. Jacques Adam nous amenait à réfléchir et à voir cette perception des choses et à voir plus loin que l'instant présent au regard de la dernière décennie. Je vous laisse répondre vous-même à cette question alors que vous lisez le livre, alors que vous lirez le livre. Autre chose également que l'auteur amène à notre réflexion, c'est qu'il pense que la mondialisation est un double mouvement qui va de l'international vers le national et du monde financier vers le monde du travail. Donc pour lui, en gros, la mondialisation, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose, des avantages extraordinaire. Nous ne pouvons nier les avantages de la mondialisation jusqu'à présent, mais peut-être avec cet ouvrage, M. Jacques Adam nous amène à nous poser des questions. Les gouvernements et les États-nations sont même encore plus diligents et plus prudents à observer que cette mondialisation ne se révèle pas, peut-être à la suite de l'histoire, de devenir tout simplement une réhellénisation du monde tel que le monde l'a connu sous l'empire d'Alexandre le Grand, où toutes les cultures ont été complètement absorbées par la culture hellénique, les différences culturelles des États-nations qui sont là, le cœur même de leur beauté, le cœur même de leur unicité, au prétexte que tout le monde devait ressembler à la grande Hélène. Sur ce, je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode sur ce point de réflexion. Vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, merci encore, mais surtout, ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas, nous aimons entendre de vos commentaires. N'hésitez pas, la plateforme est pour vous. Commentez, appuyez sur le bouton de notification, souscrivez afin que vous soyez informés chaque fois que nous publions une toute nouvelle vidéo. Et surtout, je vous invite, il y en a beaucoup plus à regarder. Elles sont juste là. N'hésitez pas à cliquer. Je vous dis à tout de suite.